Bonjour à tous. Alors, nous sommes déjà une trentaine de personnes connectées. Donc merci déjà, à tous d'être, là avec nous ce matin pour ce webinaire Apprentis en télétravail. Oui, c'est possible. On va commencer tout doucement. Donc, sachez tout d'abord que ce webinaire est enregistré et vous aurez accès au replay et vous aurez également, accès à la présentation, qui sera faite par Maroussia Kravec de l'ARAX. On va démarrer tranquillement pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Il y a environ une centaine de personnes inscrites à ce webinaire. Et là, on est déjà une bonne trentaine de personnes connectées. Donc, c'est le premier webinaire d'un cycle qui est dédié à l'apprentissage. L'objectif sera à chaque fois, en fait, de lever des freins, de donner des éclairages sur des éléments qui peuvent être considérés comme des freins à l'accueil d'un apprenti. Évidemment, ce cycle de webinaire s'inscrit dans le plan Un jeune, une solution, que vous connaissez tous, porté par le gouvernement, mais porté aussi par tous les acteurs de l'apprentissage. Il inclut l'ensemble des clubs La France une chance sur tous les départements de France. Dans le cadre de ce cycle de webinaire, aujourd'hui, c'est la question du télétravail. N'hésitez pas, bien sûr, à nous partager des suggestions de thématiques pour les prochains webinaires. Brièvement, alors bonjour, aucun son. D'accord, très bien, il y a eu une réponse de ma collègue, c'est parfait. Brièvement, pour me présenter, je suis Cécilia Nicolas, chef de projet apprentissage au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité et développeur de l'apprentissage sur le territoire des Hauts-de-Seine, en Île-de-France, avec un pilotage de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la Directe Île-de-France, Direct qui est ce matin représentée par Clara Gutiérrez. Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, Les Entreprises pour la Cité accompagnent 180 entreprises membres sur plusieurs thématiques: éducation, inclusion numérique, mécénat, investissement citoyen, et bien sûr toutes les thématiques d'accès à l'emploi et de diversité. Donc je fais partie de ce pôle accès à l'emploi et diversité qui est piloté par Hélène Monjardet, que je représente aujourd'hui. Et Hélène Monjardet co-anime justement le club La France une chance, les entreprises s'engagent sur ce territoire des Hauts-de-Seine. Nous répondons par ailleurs à divers projets portés par l'État ou ses services, comme le développement de l'apprentissage sur les territoires, qu'on déploie sur le territoire des Hauts-de-Seine. Ce webinaire s'inscrit donc dans ces missions, dans le plan Un jeune, une solution, que vous connaissez tous et pour lequel on travaille tous actuellement à fond pour les apprentis. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, les apprentis en télétravail, c'est bien un sujet d'actualité, mais qui doit nous rappeler deux choses. C'est que les apprentis sont tout d'abord des salariés, pour lesquels le télétravail est donc possible, mais qu'ils restent des apprenants avant tout. Donc tout doit être doublement pensé, salariés et apprenants. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler les trois grandes missions du maître d'apprentissage vis-à-vis de son apprenti, qu'il faudra donc avoir en tête pendant tout ce webinaire. Premièrement, accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti. Deuxièmement, accompagner le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle. Et troisièmement, participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages. Alors, voici comment va se dérouler ce webinaire qui va durer environ 1 heure. Tout d'abord, il va y avoir une rapide contextualisation institutionnelle avec Clara Gutiérrez, qui est référente apprentissage à la Directe des Hauts-de-Seine. Puis le cœur du sujet et l'essentiel de ce webinaire sera abordé par Maroussia Kravec, qui est chargée de mission à l'ARACT Île-de-France. Donc c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui fait partie du réseau ANAX, que vous connaissez sans doute. Et nous aurons ensuite 3 témoignages. Un témoignage de l'ANAF, Association nationale des apprentis de France, qui va être présenté par Aïda Lardinois, chargée d'antenne en Île-de-France. Et le témoignage de 2 entreprises, Wacom par Aline Prévost, qui est responsable recrutement et gestion des talents, et Ipipin avec Hervé Ferraud, qui est le cofondateur de l'entreprise. Et enfin, nous aurons un court temps d'échange et de questions-réponses via le chat. Vous pouvez bien entendu utiliser ce chat pendant tout le webinaire, mais nous essaierons plutôt de garder les questions et les échanges pour la fin. Donc voilà pour cette introduction et je laisse la parole à Clara Gutiérrez, référente apprentissage à la Directe des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup. Merci Cécilia. Donc je suis Clara Gutiérrez, référente apprentissage
à l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la Directe. Donc, je vais simplement rappeler rapidement le rôle de la Directe en matière d'apprentissage. Notre première mission consiste à piloter le déploiement de la réforme de l'apprentissage, qui, vous n'êtes pas sans savoir, a institué un nouveau régime juridique pour les CFA, pour les entreprises, pour les OPCO, pour tous les acteurs qui recourent et accompagnent l'apprentissage. Donc, notre rôle est d'accompagner cette mise en œuvre, donc de répondre aussi à des questions d'expertise juridique. Notre deuxième mission consiste, et elle est un peu plus conjoncturelle, et Cécilia Nicolas en a parlé avant, à accompagner la mise en œuvre des mesures exceptionnelles issues du plan Un jeune, une solution pour relancer l'alternance. Donc, je parle principalement des aides à l'embauche d'un apprenti ou d'un alternant de 5 à 8 000 euros, que vous connaissez sans doute déjà, et de l'extension du dispositif permettant à un jeune d'être inscrit en CFA pendant 6 mois pour chercher une entreprise. Donc, ces mesures-là vont être prolongées, comme l'a annoncé la ministre dernièrement, et nous sommes en attente du décret pour en connaître les modalités spécifiques, notamment la durée de prolongation, et nous vous les ferons parvenir évidemment aussitôt. Au sujet de l'apprentissage et du télétravail, j'attire votre attention sur des ressources que vous trouverez sur le site du ministère du Travail, que l'on pourra aussi vous envoyer suite à ce webinaire. Vous avez principalement 2 questions-réponses. Un premier qui s'intitule « Apprentissage et reconfinement », dans lequel vous trouverez un rappel du cadre juridique sur cette matière-là. Et un deuxième question-réponse qui, lui, est plus large, donc il porte sur le télétravail au sens large en période de Covid-19, dans lequel vous trouverez donc une partie aussi sur l'apprentissage, où le ministère du Travail rappelle que oui, l'apprentissage est possible en télétravail si la nature des activités le permet. Également, ce question-réponse vous rappellera que l'apprenti étant un salarié de l'entreprise, il dispose à ce titre des mêmes dispositions, dont notamment le télétravail. Et il rappelle également l'importance du rôle du maître d'apprentissage, et Maroussia Kravec de l'ARACT reviendra là-dessus par la suite, dans l'accompagnement des apprentis qui sont placés en télétravail, qui doit être renforcé, et donc avec lesquels il faut maintenir un lien par tout moyen possible via les outils numériques. Enfin, notre troisième mission principale concerne l'animation territoriale et l'animation de réseau. Donc, car vous n'êtes pas sans savoir que cette réforme de l'apprentissage en profondeur a rebattu toutes les cartes, avec des nouveaux acteurs qui apparaissent, avec des acteurs qui changent de rôle, voire de compétences. Et donc, notre rôle est de structurer et d'animer ce réseau-là. Et donc, à ce titre, je travaille en étroite collaboration avec Cécilia Nicolas, qui s'est présentée juste avant, sur un binôme plus institutionnel pour ma part et plus opérationnel pour sa part. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à l'apprentissage. Et je vous souhaite un bon webinaire. Et je passe la parole à Maroussia Kravec. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Clara, merci Cécilia de me convier à ce webinaire. Alors, je vais tenter de partager mon écran. On va voir si tout se passe correctement. Alors voilà, vous devez normalement voir apparaître. Merci. Donc le sujet de notre matinée, je vais très succinctement, dans un premier temps, me présenter. Donc je suis Maroussia Kravec, chargée de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Île-de-France, qui fait partie du réseau ANACT. La mission du réseau ANACT-ARACT, comme notre nom l'indique, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, en particulier, mais pas exclusivement dans les TPE-PME, en agissant principalement sur les relations professionnelles et l'organisation du travail, avec pour ambition de concilier qualité de vie au travail des salariés et performance de l'entreprise. Notre spécificité, c'est qu'on a un réseau paritaire, donc administré au niveau national et dans les associations régionales par les organisations représentatives des employeurs et des salariés. Et ce paritarisme est aussi présent dans nos interventions, puisque à partir du moment où nous accompagnons une entreprise, on va l'accompagner dans un cadre également paritaire, donc avec les représentants du personnel et selon les situations, les représentants de salariés s'il n'y a pas d'élus dans les plus petites entreprises notamment. Nous sommes constitués d'équipes pluridisciplinaires et nos missions sont principalement financées par les pouvoirs publics, ce qui nous permet d'intervenir gratuitement pour les petites structures.
À ce propos, je voulais très succinctement vous présenter un dispositif, le dispositif Objectif Reprise, qui s'adresse aux entreprises justement de moins de 250 salariés. C'est un dispositif qui a été développé par le ministère du Travail et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail à partir de mai dernier, et qui permet à ces structures de bénéficier de l'accompagnement d'un expert dans le cadre d'un entretien d'orientation dans un premier temps, donc par les chargés de mission du réseau, puis, si nécessaire, dans le cadre d'un accompagnement sur site par des cabinets conseils qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres. Accompagnement qui peut aller jusqu'à 6 jours et qui porte sur justement les questions de télétravail, de réorganisation du travail, de mise en place de respect du protocole sanitaire, mais aussi des questions plus transverses autour de la prévention des risques psychosociaux, par exemple dans ce contexte pandémique, de problématiques managériales, etc. Donc, vous pouvez, pour bénéficier du dispositif Objectif Reprise, il vous suffit de remplir un formulaire. Vous avez les liens qui sont indiqués dans le document qui vous sera adressé. C'est un formulaire très court en ligne et qui vous propose donc de bénéficier d'un entretien d'orientation si vous le souhaitez. Voilà, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et donc vous parler des apprentis en télétravail. Je vais structurer mon propos autour de 4 points. Dans un premier temps, je vais très succinctement revenir sur le rappel du cadre légal. Ensuite, nous identifierons les étapes de mise en place du télétravail pour un ou une apprentie. Nous nous attarderons également sur les 5 dimensions structurantes du télétravail en partant de retours empiriques de dirigeants, de managers, de maîtres d'apprentissage et d'apprentis qu'on a pu avoir l'occasion de rencontrer ou au moins avec lesquels on a pu échanger par visio en ces temps pandémiques. Et enfin, en guise de conclusion, je reviendrai sur les opportunités risques du télétravail, à la fois pour l'entreprise et pour l'apprenti. Alors, en ce qui concerne le cadre légal du télétravail, je ne reviens pas sur la définition, vous la voyez qui apparaît ici, donc qui correspond à la définition telle qu'elle est formulée dans le Code du travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que le télétravail est normalement mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. Qu'en l'absence de charte ou d'accord, le salarié et l'employeur peuvent convenir de recourir au télétravail occasionnel et dans ces cas-là, ils formalisent leur accord par des moyens divers et variés, mail, accord oral, etc. Et le télétravail repose normalement sur 2 grands principes qui sont le bivolontariat, donc le volontariat du salarié ou de l'apprenti et de l'employeur, et la réversibilité, la possibilité donc de revenir à un mode d'organisation du travail sans télétravail. Donc ça, c'est le cadre normal du télétravail. Évidemment, dans le contexte actuel, donc, on est dans une situation qu'on qualifie de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, et dans ces cas-là, le télétravail peut être imposé par l'employeur sans l'accord des salariés, donc sans l'accord des apprentis. On est sur une situation donc spécifique. En ce qui concerne les étapes de mise en place du télétravail pour un apprenti, on est sur des étapes que l'on va retrouver en fait classiquement dans le cadre de la mise en place du télétravail pour n'importe quel salarié, avec cependant quelques points de vigilance particuliers. La première étape, c'est l'identification des activités télétravaillables de l'apprenti. Donc ça, c'est une étape qui est en effet valable pour n'importe quel salarié. Ce que l'on veut souligner à travers cette première étape, c'est que souvent, ce qu'on a pu observer dans les entreprises, notamment dans le cadre du premier confinement, où on s'est retrouvé dans la situation de devoir mettre en place le télétravail un peu contraint et forcé, c'est qu'il y avait une tendance à raisonner par poste ou par métier. On a d'ailleurs pu, à cette occasion, identifier qu'il y avait à peu près 40% des métiers en France qui sont considérés comme totalement télétravaillables, ce qui est non négligeable. Ce qui nous semble très important, c'est de sortir du raisonnement par poste ou par métier et de privilégier une analyse activité par activité. Souvent, à l'occasion de ce premier confinement, les employeurs ont réalisé que certains postes ou au moins certaines activités qui ne leur semblaient pas télétravaillables
l'étaient in fine. Donc, ce qui peut être intéressant pour les apprentis, c'est, y compris sur des postes sur lesquels on a vraiment le sentiment qu'on est plutôt sur du présentiel, du travail en présence, on peut se rendre compte que certaines activités, je pense notamment aux tâches administratives, bien sûr, à la réalisation de comptes rendus, à la réalisation de devis, mais également aux entretiens téléphoniques ou en visio avec des fournisseurs, avec des clients. Toutes ces activités peuvent être télétravaillables et on peut se retrouver finalement, sans être sur du 100% télétravail, en agrégeant toutes ces activités-là à proposer à des apprentis 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Donc la première étape, c'est vraiment celle-ci, identifier les activités et sortir de la logique de poste ou de métier. Spécificité de cette première étape pour les apprentis, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'identifier les activités télétravaillables de l'apprenti, il faut aussi s'interroger sur les activités télétravaillables du maître d'apprentissage et notamment identifier les compétences que le maître d'apprentissage aurait pu transférer en présentiel et qu'il va falloir transférer en distanciel. Donc, est-ce que ce transfert est possible à distance? Après cette première étape, on va identifier les moyens nécessaires à la réalisation de ces activités. On y reviendra bien sûr et dans les moyens, on va retrouver tout ce qui concerne les moyens techniques, mais aussi les moyens humains qui vont permettre à l'apprenti de réaliser ces activités à distance. Troisième étape, c'est une étape de planification, à la fois des activités, mais aussi des temps d'apprentissage. On va y revenir, ça a été déjà rappelé. On est vraiment sur une particularité puisque l'enjeu, ça va être de permettre à distance à l'apprenti de travailler et de développer ses compétences. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail, que ce soit pour un apprenti ou pour n'importe quel salarié, c'est un mode d'organisation du travail qui nécessite davantage de planification et de formalisation. Donc, ça peut être vécu comme des tâches supplémentaires pour le maître d'apprentissage. Ce qu'on observe souvent avec un peu de recul, c'est que c'est plutôt un investissement. Donc, il faut intégrer qu'il va y avoir un temps, notamment au démarrage de l'apprentissage, consacré à cette planification, qui peut être, par exemple, mobilisé à travers des outils de gestion de projet. Mais finalement, ce temps de planification va souvent constituer un gain de temps par la suite. Quatrième étape, c'est l'expérimentation. Alors, c'est vrai qu'on encourage, notre réseau encourage, même quand on est dans cette circonstance de télétravail un peu contraint, de percevoir ou d'appréhender le télétravail comme un test, finalement, une expérience, ce qui va permettre de mettre moins de pression déjà sur les épaules de l'apprenti, voire sur les épaules du maître d'apprentissage, et puis ce qui va permettre aussi de se mettre en condition pour la cinquième étape, qui est de ne pas hésiter à évaluer et ajuster le télétravail en tant que tel. Donc, l'évaluer, c'est par l'intermédiaire, évidemment, du retour du maître d'apprentissage, de l'employeur, mais aussi de l'apprenti. Comment se passe le télétravail, comment ça s'applique ou pas, justement, aux différentes activités qu'il réalise. Et puis, surtout, le télétravail, c'est censé être un mode organisationnel qui apporte de la souplesse. Donc, ce qu'on cherche à éviter à tout prix dans la mise en place du télétravail, c'est de la rigidité. On met en place un mode de fonctionnement, s'il est inefficace, on le modifie, donc il ne faut pas hésiter à utiliser cet ajustement qui normalement est offert par ce type d'organisation du travail. Alors, quand on met en place le télétravail pour un apprenti ou pour n'importe quel salarié, il y a 5 dimensions à mettre sous contrôle, à anticiper, que vous voyez apparaître ici, donc les espaces et lieux de travail, l'organisation du temps de travail et la charge de travail, les pratiques managériales, le rapport au collectif et tout ce qui renvoie à l'équipement et aux outils numériques. Donc, c'est ces 5 dimensions qu'on va détailler avec des bonnes pratiques que l'on a identifiées à travers donc, différents entretiens, différents accompagnements qu'on a pu mener en entreprise. Et puis, il y a une 6e dimension qui est plutôt un socle finalement, voire une condition sine qua non, qui est la confiance. Alors, c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre, mais c'est vrai que ce que l'on observe de façon empirique, c'est que le télétravail est un mode organisationnel qui fonctionne assez peu, ou fonctionne assez mal en tout cas, quand il n'est pas relié à une situation de confiance. Typiquement, il y a certaines entreprises qui ont souhaité mettre en place des systèmes de contrôle, voire d'hyper-contrôle, contrôle de la connexion, contrôle des horaires de travail, bien évidemment, et contrôle de la navigation aussi. Et en général, les structures qui privilégient ces modes d'hyper-contrôle sont rarement très efficaces en mode d'organisation télétravail. C'est vrai que c'est plutôt
un mode d'organisation qui va fonctionner dans un management de confiance. Alors, la première dimension, espace et lieu de travail, la question qu'on va se poser, c'est comment s'assurer des bonnes conditions de télétravail de l'apprenti à son domicile. Il y a à minima trois pratiques à mettre en œuvre de notre point de vue. La première, c'est tout simplement d'oser interroger l'apprenti sur ses conditions de travail à domicile. Et c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Les employeurs, les maîtres d'apprentissage ont souvent une réserve parce qu'ils ont le sentiment que c'est intrusif de poser des questions qui renvoient à l'intimité de l'apprenti. Il n'en reste pas moins que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés, qu'à partir du moment où il travaille à domicile, c'est considéré comme son lieu de travail et que donc l'employeur ou le maître d'apprentissage se doit de vérifier que l'apprenti a des conditions de travail à domicile qui vont être favorables au télétravail et notamment qui vont lui permettre d'identifier les situations à risque. Je pense par exemple aux situations d'isolement, voire à l'impossibilité de s'isoler, mais c'est moins problématique, qu'on a pu rencontrer dans le cadre du premier confinement notamment, avec des apprentis qui pouvaient être tout seuls dans des chambres de bonne ou dans des petits studios. Donc voilà, une vigilance accrue sur ces profils. Deuxième bonne pratique, toute simple, mais qui est rarement mise en œuvre, c'est penser à informer l'apprenti sur les quelques règles de base ergonomiques pour télétravailler. Alors, c'est d'autant plus important que les apprentis sont majoritairement jeunes, qu'en général, tant mieux pour eux, ils n'ont pas de problème de santé. En tout cas, ils ne vont pas forcément être alertés par des douleurs. Et pour autant, on sait que le télétravail, surtout si on est sur du télétravail à 100% dans la durée, peut vraiment avoir des impacts néfastes sur la santé à long terme. Donc, des conseils tout bêtes comme essayer, lorsqu'ils en ont la possibilité, de travailler sur une table haute plutôt que sur une table basse, sur une chaise plutôt que dans un canapé, l'écran à hauteur des yeux, etc. Donc, quelques conseils de base qui pourront utilement leur servir et préserver leur santé sur le plus long terme. Et puis enfin, une vigilance donc particulière pour les contextes spécifiques que l'on peut rencontrer chez les apprentis, donc les apprentis qui travaillent dans des surfaces extrêmement réduites ou qui ont au contraire beaucoup de personnes à domicile, qui sont responsables de fratrie, voire qui ont des responsabilités parentales, et enfin, par exemple, des problématiques de connexion en milieu rural. Deuxième dimension, l'organisation du temps de travail et la charge de travail. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment superviser, ajuster à distance le temps de travail de son apprenti et sa charge de travail. Quelques pratiques à privilégier de notre point de vue. D'abord, définir ensemble, apprentis et maîtres d'apprentissage, voire employeurs, les plages horaires. Donc, il y a 3 types de plages horaires spécifiques à distinguer et à définir ensemble au démarrage de l'apprentissage. Il y a les plages horaires de travail en tant que telles, donc de télétravail, les plages horaires de disponibilité qui peuvent être différentes, on n'y pense pas suffisamment, mais il ne faut pas hésiter à dissocier le temps de travail qui va être demandé à l'apprenti et les temps où il va être disponible pour participer à des réunions en visio, à des échanges téléphoniques, etc., qui peuvent être distincts justement en fonction de son contexte à domicile. Et enfin, les plages horaires de pause, de repos, qui lui conviennent et qui vous conviennent aussi. Là aussi, souvent, ce qu'on observe, c'est que les maîtres d'apprentissage, comme les managers, vont parfois avoir tendance à vouloir faire au mieux, et c'est tout à leur honneur vis-à-vis de leur apprenti, mais qui parfois vont du coup s'oublier un peu sur ce qui peut leur convenir aussi en termes de contraintes personnelles. Donc, on est bien sur une logique de consensus entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. En privilégiant souplesse, j'insiste là-dessus parce que là aussi, il y a une tendance à calquer sur le télétravail, typiquement les horaires de présentiel. Ça n'a pas forcément du sens. Donc, on peut s'interroger. Le télétravail apporte cette souplesse-là. Donc, est-ce que les horaires de présentiel sont les mêmes que les horaires en télétravail? C'est une question qui peut se poser et qui peut tout à fait être ajustée, adaptée, tout en respectant bien sûr le cadre légal. Autre élément, alerter son apprenti sur son droit à la déconnexion et notamment prévenir le présentéisme à distance. C'est particulièrement vrai quand on est dans des situations où on a plusieurs apprentis,
ou pas forcément plusieurs apprentis, mais plusieurs jeunes qui intègrent en même temps une équipe, une entreprise, où il peut y avoir un peu des effets de concurrence ou donc, de comparaison à minima. Donc, être vigilant en tant que maître d'apprentissage ou en tant que manager à ne pas, par exemple, survaloriser la connexion en dehors des horaires de travail, le soir, le week-end, etc. Donc, voilà, avoir une vigilance sur cette dimension droit à la déconnexion. Et puis, prendre la peine d'informer les interlocuteurs internes et externes de votre apprenti sur son temps de travail et sur ses horaires de travail. Là aussi, pour bien signifier que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il n'y a pas un enjeu à respecter, a fortiori pour des apprentis, à respecter son temps et ses horaires de travail. Autre élément à avoir à l'esprit sur la question de la charge de travail, réguler la charge de travail d'un apprenti, c'est articuler trois dimensions en fait distinctes. Il y a la charge prescrite, c'est ce que vous allez lui demander, ses objectifs, les tâches que vous allez lui confier. Il y a la charge réelle, c'est tout ce qu'il va faire réellement, concrètement, toutes les activités qu'il va devoir mettre en œuvre pour mener à bien l'objectif que vous lui avez fixé. Et puis, il y a la charge subjective, c'est la façon dont il va ressentir finalement ce temps de travail dans le contexte qui sera le sien, donc que ce soit en termes de soutien du maître d'apprentissage, du collectif, en fonction justement de ses horaires, de la compatibilité de ceci avec sa vie personnelle. Et il est particulièrement important, notamment en situation de télétravail, d'avoir à l'esprit ces trois dimensions, principalement parce que l'écart entre la charge prescrite et la charge réelle, l'écart, il existe toujours, y compris quand on est en travail présentiel, il y a toujours un écart entre ce qui nous est demandé et ce qu'on fait réellement, donc entre la charge prescrite et la charge réelle. Cet écart, il est souvent accru en télétravail, et a fortiori pour les apprentis qui vont devoir non seulement réaliser les activités que vous leur avez confiées, mais pour ce faire, s'approprier par exemple de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Ça peut même être très marginal, mais tout ça va prendre davantage de temps. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir là-dessus. L'idée, ce n'est pas de réduire complètement l'écart, ce n'est pas possible, mais c'est juste de prendre la peine d'avoir ces trois dimensions en tête et de pouvoir discuter, échanger avec son apprenti sur ces aspects-là pour s'assurer que la charge de travail est optimale et qu'on n'est pas en situation, parce qu'on pense souvent à la surcharge, mais on peut aussi, surtout en télétravail, avoir des situations de sous-charge pour les apprentis. Troisième dimension, les pratiques managériales. Donc, on pourrait en faire un webinaire à part entière. Bon, l'idée, c'est de s'interroger sur le soutien qu'on va pouvoir apporter à son apprenti, comment on va pouvoir l'encadrer, l'accompagner, le former à distance. Alors, il y a tout un tas de pratiques ou de points de vigilance à avoir à l'esprit. On en a listé quelques-uns. Le premier, et qui me semble valable pour toutes les dimensions, c'est ne pas transposer les pratiques présentielles en distanciel. Ça, c'est vraiment une des grandes difficultés qu'on a pu observer au démarrage des confinements, mais qui perdure malheureusement encore aujourd'hui, et qui s'applique aussi au management. On ne peut pas travailler de la même façon à distance et en présentiel. Il faut l'accepter et il faut en tenir compte dans la façon dont on va encadrer son apprenti. La première chose à faire, c'est de travailler en temps court. Donc, le distanciel ne se prête pas, ou très mal en tout cas, au temps long, aux objectifs long terme, a fortiori pour un apprenti et a fortiori au démarrage de l'apprentissage. Travailler en temps court, ça veut dire fixer des objectifs avec des budgets temps de 2 heures, une demi-journée maximum. Donc, vraiment structurer, planifier différemment le temps de travail et les objectifs de l'apprenti. Fixer justement des objectifs assortis de livrables concrets, ce qui va faciliter la projection pour l'apprenti et qui va éviter qu'il se perde justement avec des objectifs et de long terme et sans réalité concrète. Passer plus de temps en amont, on l'a vu, à planifier et à formaliser. Là aussi, pour faciliter la structuration de la semaine et du temps de travail de votre apprenti. Se mettre d'accord sur des indicateurs simples qui vont permettre à la fois d'évaluer le travail, mais aussi la progression. Prévoir des points quotidiens, au moins au démarrage de l'apprentissage. C'est quelque chose qu'on a observé, pas seulement d'ailleurs avec les apprentis, notamment dans les petites structures, dans les petites équipes. Il y a pas mal de managers qui ont mis en place des réunions, parfois collectives, quotidiennes. Réunions très courtes. On est dans ces cas-là sur des réunions qui durent 10 minutes, un quart d'heure maxi, qui sont soit en tout début de journée pour définir les objectifs de la journée, soit plutôt en fin de journée en bilan,
Mais l'idée, c'est vraiment de partager, de montrer finalement qu'on est pressant. C'est vraiment une façon d'assurer un soutien managérial et ça permet de rassurer aussi. Donc, c'est particulièrement important pour les jeunes salariés et pour les jeunes en apprentissage. Encourager l'apprenti à vous solliciter en cas de problème parce que, évidemment, par rapport au présentiel, l'apprenti n'a pas son maître d'apprentissage à disposition, comme c'est souvent le cas quand on est en situation présentielle. Donc, il faut bien évidemment l'encourager à ce qu'il puisse vous solliciter en cas de problème, tout en se mettant d'accord sur les modalités de sollicitation. Parce que ce qu'on observe aussi, c'est que souvent, maîtres d'apprentissage, managers sont complètement noyés par les demandes permanentes en fait, de collaborateurs qui vous sollicitent quand ils ont une problématique sans forcément avoir pris le temps de se mettre d'accord avec vous sur les moments où vous sollicitez. Donc, avec trois questions, hein, pourquoi vous sollicitez, à quel moment et de quelle façon. Prévoir des temps dédiés de formation à distance qui compenseront les temps informels d'apprentissage par mimétisme. Ça, c'est une des vraies problématiques de l'apprentissage en distanciel. Souvent, ce qu'on observe dans l'apprentissage classique en présentiel, c'est que l'apprenti va apprendre, va développer des compétences par mimétisme, par observation, tout simplement en observant son maître d'apprentissage travailler. Et c'est en l'observant travailler au téléphone, en train de discuter avec ses collègues, etc., que l'apprenti va pouvoir développer des compétences qui sont plutôt des compétences de type soft skills, hein, donc des compétences de type savoir-être. Et ces temps-là, si on est sur du 100% présentiel, disparaissent totalement. Donc, il va vraiment falloir anticiper là aussi et compenser autant que possible ces temps d'apprentissage par mimétisme par des temps dédiés de formation à distance qui vont permettre donc à l'apprenti de bénéficier d'une manière ou d'une autre de ce transfert de compétences. Apporter feedback et reconnaissance, alors évidemment c'est valable en présentiel, mais ça l'est peut-être encore davantage à distance. Et enfin, ajuster, on l'a déjà dit, sur la base des feedbacks de l'apprenti. Alors on a un outil hein, qu'on suggère, qui est un carnet de bord, qui est vraiment spécifique au télétravail, hein, mais évidemment qui peut être complété par tout autre carnet de bord d'évaluation de l'apprentissage de l'apprenti. Là, l'idée, c'est que pour chacune des activités qu'il doit réaliser ou qu'elle doit réaliser en télétravail, l'apprenti va s'interroger sur les contraintes qui ont existé pour réaliser ces activités. Ça peut être des contraintes d'ordre technique, des problématiques d'articulation des temps, de lieu inadapté. Tous les éléments ressources, que ce soit la disponibilité de son maître d'apprentissage, le soutien des collègues, les outils informatiques adaptés, bref. Et sur la base de ces contraintes, ces ressources, identifier les effets positifs du télétravail sur cette activité. Pareil, on raisonne bien au niveau de l'activité, l'enjeu étant de repérer à travers l'étude de ce carnet de bord les activités qui sont justement adaptées et pertinentes en télétravail et celles qui, au contraire, nécessitent vraiment du présentiel. Donc ça peut être un outil que vous donnez à l'apprenti qui pourra le renseigner quotidiennement ou de façon hebdomadaire et qui pourra vous servir dans le cadre de vos bilans, là aussi hebdomadaires ou mensuels, par exemple. Quatrième dimension, le collectif de travail. Là, c'est probablement, de notre point de vue, l'un des plus gros risques en matière d'apprentissage. Ce qu'on observe, c'est qu'en général, finalement, la relation maître d'apprentissage et apprenti arrive à se maintenir à distance parce que justement, on est sur une relation duale avec des objectifs qui sont bien définis de part et d'autre et souvent une vigilance de la part du maître d'apprentissage vis-à-vis de son apprenti. Donc, la relation entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, elle perdure, elle est maintenue peu ou prou en télétravail. Là où il y a un vrai risque de perte en ligne, c'est sur l'intégration de l'apprenti dans le collectif de travail, a fortiori quand l'apprenti démarre son apprentissage quasiment en 100% en télétravail. Donc, quelques solutions qui ne sont pas miracles, mais qui méritent de faciliter quand même l'intégration de l'apprenti. La première chose, c'est d'essayer au maximum, quand c'est possible, d'impliquer l'apprenti sur des projets collectifs qui vont lui permettre, même à distance, de travailler avec d'autres collègues, d'autres partenaires, ça peut être en externe. Si une communauté virtuelle a été mise en place au niveau de votre équipe ou au niveau de l'entreprise, c'est évidemment intégrer l'apprenti dans cette communauté virtuelle, même si on sait que ce n'est pas forcément évident de l'intégrer quand on arrive tout juste dans une structure.
Encourager l'apprenti à participer au temps informel virtuel si vous en avez mis en place, que ce soit justement les réunions, les cafés par exemple, hein, les cafés quotidiens ou les goûters hebdomadaires ou que sais-je. Bref, si vous avez des temps informels virtuels, ne pas hésiter à impliquer l'apprenti dans ces réunions-là. Et enfin, une fois de plus, être attentif aux apprentis présentant des situations à risque d'isolement et aussi aux signaux faibles que l'on peut observer, par exemple, justement, des apprentis qui ne participeraient pas du tout à ces temps informels ou qui seraient complètement déconnectés des différents collectifs ou qui seraient présents mais avec une présence passive sans du tout d'implication. Tout ça peuvent être des signaux sur lesquels on se doit d'être vigilant. La 5e dimension, ce sont donc les équipements et les outils numériques. On en a déjà parlé. Alors, mettre en place rapidement les équipements selon les besoins particuliers pour que l'apprenti puisse effectuer son travail à domicile, ça semble évident. On observe quand même qu'il peut y avoir un peu de difficultés, pas sur les équipements de base en général. Hein, les apprentis bénéficient, comme les autres salariés, de l'ordinateur nécessaire à la réalisation de son activité, par exemple. En revanche, là où le bas blesse davantage, c'est plutôt sur les logiciels, des outils complémentaires qui vont faciliter, favoriser le travail dans l'apprenti et pour lequel il ne sera pas toujours prioritaire par rapport à des salariés plus anciens, par exemple. Bien évidemment, vérifier le niveau de maîtrise de l'apprenti sur ces différents outils, le former rapidement, parce que là aussi, il va y avoir une double formation en parallèle, formation au travail en tant que tel, et puis formation à l'usage de ces outils numériques pour télétravailler. Je pense par exemple aux visioconférences. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est globalement intégré, mais ça n'est pas nécessairement pour tous les apprentis. Et enfin, le dernier point qui peut aussi paraître totalement évident pour la majorité d'entre vous, et tant mieux, mais je préfère quand même le signaler parce qu'on a pu observer quelques problématiques là-dessus. Il est vraiment indispensable de privilégier l'usage d'outils permettant les échanges en visio et le partage d'écran entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. Notamment dans le cadre du premier confinement, on a observé que certains apprentis ou certains alternants d'ailleurs, certains jeunes ou stagiaires, se retrouvaient finalement à devoir télétravailler en 100% et uniquement avec des connexions audio, ce qui est évidemment très compliqué pour les apprentis. Donc, nécessaire de partager des temps en visio et d'autre part, de privilégier le partage d'écran pour permettre justement de se retrouver dans une situation d'observation. C'est-à-dire que l'apprenti va pouvoir observer à travers le partage d'écran son maître d'apprentissage en train de travailler presque dans une situation normale, comme s'ils étaient en présentiel. En conclusion, sur le télétravail à 100%, sur les opportunités et risques pour l'employeur, on en a déjà longuement parlé dans différents webinaires, et c'est vrai que c'est un sujet, le télétravail en général, dont on parle beaucoup depuis ces derniers mois, donc je vais aller assez vite là-dessus. Les opportunités, c'est globalement un accroissement des performances individuelles. Hein, on estime à peu près à 20% l'augmentation des performances individuelles en télétravail. Évidemment, un moindre impact des retards liés au trajet domicile-travail, une accélération de la transition numérique, hein, de fait, une démocratisation de l'accès à ces outils. Surtout, la création finalement de nouvelles méthodes, de nouvelles règles, de nouveaux process qui mériteraient d'être pérennisés, y compris en présentiel. Un recul de l'absentéisme dans la plupart des entreprises, un levier d'attractivité, un accroissement de la flexibilité, de la souplesse de l'activité et une réduction de l'empreinte carbone pour les entreprises en général. Les risques, c'est un fonctionnement en mode dégradé qui peut perturber à terme la qualité du produit-service rendu. Typiquement, on l'observe dans le monde de la formation, hein, où on a vu qu'il y a eu un énorme bond en avant en matière d'hybridation. Hein, la plupart des organismes de formation et de leurs clients, finalement, se sont mis au distanciel, hein, donc ont développé les outils d'e-learning comme ils ne les avaient jamais développés. Pour autant, on se rend bien compte que le présentiel, parfois, peut manquer et peut, à terme, détériorer la qualité du travail parce qu'on va perdre la dynamique de groupe, par exemple. Donc, le risque pour l'entreprise, c'est qu'à terme, le fonctionnement en 100% télétravail entraîne une qualité du produit ou du service rendu inférieure. Un risque aussi que le télétravail soit considéré par les salariés comme un droit opposable, avec un risque de recours abusif au télétravail,
de non-respect des horaires ou des missions à effectuer, mais surtout, le principal risque pour l'entreprise, c'est le risque lié aux impacts du télétravail sur la santé des télétravailleurs et donc, in fine, sur la performance de l'organisation. Et donc là, pour l'apprenti, on va retrouver, donc on est toujours sur du télétravail à 100%, hein, je parle vraiment des cas de figure télétravail à 100%. Donc, dans les opportunités, une réduction de la fatigue, très clairement, là aussi, hein, liée à la suppression des temps de trajet. Parfois, un cadre de travail plus propice à la concentration. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Une meilleure conciliation des temps, là aussi, notamment liée à la suppression des temps de trajet. Un renforcement de l'autonomie et de la responsabilisation. Ça, c'est un point qui a été très fortement souligné, qui est fortement souligné par les apprentis. Typiquement, ils vont moins solliciter leur maître d'apprentissage qu'en présentiel. Et donc, ils vont essayer de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, on va avoir cet effet positif direct. Et enfin, une souplesse dans l'organisation du travail. Les risques, c'est l'apprentissage du travail justement en mode dégradé. C'est-à-dire que l'apprenti va apprendre, va développer ses compétences et va découvrir son travail dans un mode justement qui n'est pas forcément le mode le plus performant, le mode idéal. Donc, c'est vrai que ça peut être un risque en termes d'apprentissage. Un risque de développement de troubles musculo-squelettiques liés à la sédentarité et autres problèmes de santé. On a notamment des problématiques autour de la malnutrition, voire des situations d'addiction. Les apprentis arrivent aussi parfois dans des contextes relationnels, professionnels complexes, notamment à l'issue du confinement et du déconfinement avant l'été. On avait des situations de collectifs de travail qui étaient extrêmement tendues et ce n'est pas toujours évident pour un apprenti d'arriver dans ces contextes-là et de se faire sa place dans ces contextes-là. Une réduction de la frontière vie professionnelle, vie personnelle, un risque de surcharge de travail. Dans les différentes enquêtes qu'on a pu conduire, on sait que le télétravail engendre pour la majorité des répondants une augmentation de la charge de travail. Donc une vigilance là-dessus, un appauvrissement des liens sociaux, on en a déjà parlé à travers le collectif, et parfois des sentiments d'iniquité de traitement si tous les apprentis ou tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne en termes de télétravail. En synthèse, le télétravail, donc ça s'organise, ça s'anime, ça s'apprend. On a beaucoup d'outils à mettre à votre disposition, donc vous avez des liens que vous pouvez consulter et qui vous proposeront des outils, des retours d'expérience là aussi à votre disposition gratuitement pour toutes les structures. Des fiches conseils aussi qu'on a réalisées, donc pas spécifiquement pour l'apprentissage, mais qui peuvent vous être utiles. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Maroussia, pour cette intervention très riche et très pertinente par rapport à la situation des apprentis en télétravail. Bien entendu, cette présentation vous sera rendue disponible. Donc, maintenant, nous passons à un court temps de témoignage. Je vois que Aïda Lardinois de la NAFT vient de se connecter et de monter sur scène. Donc, Aïda, je te laisse te présenter et puis nous présenter également les retours que vous avez eus sur les apprentis qui ont été en télétravail. Merci beaucoup. Bonjour à tous et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce court témoignage. Je vais essayer de la plus brève possible. Donc, je suis Aïda Lardinois, je travaille à l'ANAF, donc l'Association nationale des apprentis de France. Et donc, nous avons lancé il y a quelques jours une petite enquête via notre chat en ligne SOS Apprentis pour recueillir un petit peu les retours d'expérience des jeunes sur le télétravail. Donc, on a eu 250 réponses, ce qui est plutôt intéressant et plutôt significatif du coup. Et donc, sur ces 250 réponses, ce qui est intéressant, c'est qu'à la première question qu'on a posée, qui est de savoir, êtes-vous actuellement en télétravail, 74% des jeunes ont répondu qu'ils ne sont pas actuellement en télétravail. Donc, soit parce qu'il est impossible de mettre en place le télétravail au regard de leur activité, soit parce que l'employeur leur refuse le télétravail. Et donc, le reste, 26%, sont actuellement en télétravail, pour la plupart à temps partiel et pour une minorité à temps plein. Donc moi, les 3 éléments que je voulais mettre un petit peu en avant ce matin brièvement, c'est l'importance de la communication entre l'employeur et le jeune, notamment quand on lui refuse le télétravail. C'est ce que vient de dire Maroussia justement, donc je rebondis sur le sentiment d'inéquité de traitement qui peut en découler. C'est-à-dire que l'employeur peut
tout à fait, de façon légitime, refuser le télétravail. Ça peut être parce que voilà, ils préfèrent maintenir ce lien en présentiel avec le jeune pour favoriser la transmission de savoir-faire, la transmission de savoir. Mais c'est vrai que c'est important que le jeune comprenne pourquoi on lui refuse le télétravail, surtout quand il est parfois un petit peu marginalisé, l'un des seuls à ne pas finalement accéder au télétravail et que tous ses collègues y ont accès. Voilà, juste pour dire que c'est important que l'employeur juste explique et communique avec le jeune sur ces éléments. Dans la continuité, ce qui est important aussi, c'est la transmission d'informations. Donc, on aura posé la question de savoir si s'estimer suffisamment informé sur le cadre du télétravail, mais aussi sur leurs droits et leurs devoirs en télétravail. C'est vrai que de façon générale, ils estiment ne pas être suffisamment informés. Donc, c'est important aussi, encore une fois, de recadrer au départ. Et c'est notamment important pour les jeunes qui rentrent en apprentissage en télétravail, justement, et qui n'ont pas forcément eu de formation en présentiel. Et ça rejoint aussi la question du lien entre le maître d'apprentissage et le jeune. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Et avec un point de vigilance, encore une fois, pour les jeunes qui entrent directement en télétravail, en apprentissage, mais en télétravail, voilà, qu'on puisse conserver vraiment un temps, garantir un temps d'échange avec le jeune, lui expliquer le cadre du télétravail, ses droits en télétravail. Souvent, les jeunes nous disent qu'ils ne savent pas, en termes de temps de pause, l'horaire de début, de fin. C'est vrai qu'il n'y a pas donc ces temps de transport, ce moment où on part officiellement, un peu symboliquement du lieu de travail. Donc, c'est important de rappeler tout ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et aussi ces problématiques liées aux heures supplémentaires qui posent encore plus problème quand c'est en télétravail où les jeunes sont un petit peu dans la confusion. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment ce qui est important de retenir, c'est ce besoin pour les jeunes d'avoir de l'information. Et encore une fois, le lien avec le maître d'apprentissage qui doit être maintenu parce qu'encore une fois, pour ces jeunes qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion d'aller sur le lieu de travail, malheureusement, ils n'ont pas donc, ce sentiment d'intégration à un environnement de travail, mais aussi à une équipe. Et c'est important vraiment dès le départ de pouvoir leur permettre de se sentir pleinement intégrés dans l'entreprise et surtout qu'ils aient une vision très concrète des missions qu'on leur demande pour pas qu'ils aient ce sentiment d'isolement dont parlait aussi Marouissa et qui est vraiment important. Voilà, alors après, ça c'était les quelques points de vigilance rapidement. Mais de façon générale, ce qui est plutôt satisfaisant au regard de l'enquête et des retours qu'on a régulièrement sur le télétravail des apprentis, c'est qu'ils sont globalement satisfaits. Donc, il y a une note quand même de 4 sur 5 qui montre que les jeunes sont quand même contents de leur expérience de télétravail. Et à la question de savoir s'ils souhaitent renouveler l'expérience, la grande majorité le souhaite. Par contre, de façon occasionnelle, parce qu'ils apprécient quand même cette alternance entre les locaux et la vie en présentiel de l'entreprise et ce temps en télétravail qui leur permet aussi de travailler autrement. Donc, alterner les deux est intéressant, mais c'est vrai que certains nous parlent de sentiment d'isolement quand le télétravail est généralisé. Donc, c'est important, dans la mesure du possible, c'est pas évident avec le contexte sanitaire, mais c'est important de pouvoir essayer d'alterner les deux, justement. Voilà, donc les jeunes sont contents en termes de conditions de travail. Ils estiment avoir le matériel nécessaire de façon très générale. Et en termes de mission, ils estiment aussi qu'ils continuent d'apprendre aussi bien en télétravail, finalement, qu'en entreprise. À la question juste de savoir s'ils considèrent travailler beaucoup plus, un peu plus, ni plus ni moins, un peu moins ou beaucoup moins, ils estiment quasiment la totalité, en tout cas l'unanimité, qu'ils travaillent un petit peu plus que quand ils sont dans les locaux. Mais je crois que c'est un constat généralisé de tous les salariés en télétravail. On a finalement tous un peu ce sentiment de travailler un peu plus, parce qu'on n'a plus ces temps de transport et ces temps peut-être un peu de déconnexion avec les collègues quand on est en télétravail. Voilà, donc j'ai essayé d'être la plus brève possible. De toute façon, vous aurez sûrement les résultats de l'enquête. On va la laisser courir encore un petit peu, mais par la suite. J'espère que j'ai pu vous donner un avis, bien porter la voix des apprentis et je vous remercie de votre attention. Et voilà, merci. Merci beaucoup Aïda pour cette intervention. Effectivement, de représenter les apprentis aujourd'hui, c'est important. Et on sera ravis évidemment d'avoir ce retour consolidé dès que le sondage sera terminé par l'ANAF. Donc là, je vais inviter deux entreprises qui vont nous témoigner de leur expérience avec leurs alternants en télétravail à 100%. Donc, nous avons Aline Prévost et Hervé Ferraud. Que je vais laisser se présenter chacun à leur tour, présenter à la fois leur entreprise rapidement et surtout combien d'alternants ils accueillent en télétravail et sur quel type de poste. Donc, Aline Prévost, je te laisse te présenter.
Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je représente la société Wecom, qui est un opérateur télécom, intégrateur, hébergeur. On est 160 collaborateurs, donc on est une belle PME en forte croissance qui accueille aujourd'hui 10% d'apprentis au sein de l'effectif global. Et donc, nous, aujourd'hui, les alternants sont aussi bien sur des métiers plutôt commerciaux et également des métiers très techniques dus à notre cœur d'activité. Hervé, je vous laisse la main du coup. Merci, bonjour à tous, je suis Hervé Ferraud, je suis le cofondateur de ePipine. ePipine est une société, ou plutôt une plateforme RH digitale dont la mission est de faciliter l'intégration professionnelle des profils un petit peu atypiques. Et donc nous avons aujourd'hui, alors nous sommes 5 déjà, nous sommes une petite société, et nous avons 3 alternants tous en télétravail et à 100% en télétravail. Donc, nous sommes 8 avec 3 alternants. Donc, vos alternants sont tous en télétravail à 100%. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu faciliter la mise en place du télétravail pour vos apprentis, vos alternants au sein de vos entreprises? Donc je continue. Alors, donc, en ce qui nous concerne, en fait, on est très habitué au télétravail puisqu'on est disséminé un petit peu partout en France, même si on n'en est pas beaucoup, mais on est disséminé. Et donc, on a l'habitude de travailler pas mal en télétravail, même si on a des locaux qui nous permettent de nous réunir de temps en temps sur Paris. Donc, pour nous, c'est un petit peu naturel et par ailleurs, on a un petit peu l'habitude aussi d'adapter nos façons de travailler aux personnalités des gens, puisque c'est un peu notre métier, donc faire le pont entre les besoins de l'entreprise et les personnalités des employés. Et par ailleurs, nos alternants ne sont pas à Paris non plus. Et pour nous, du coup, le télétravail faisait déjà partie des mœurs. Alors, pas forcément pour toutes les équipes, mais il y avait déjà effectivement le télétravail qui était un usage chez nous. Forcément, il s'est généralisé en mars dernier pour l'ensemble des collaborateurs, en tout cas ceux qui avaient une activité qui était télétravaillable. Et donc, ce qui a facilité aussi les choses, c'est que nous, on est opérateur télécom, donc vendre de la visio, des outils de collaboration. Au final, c'est notre cœur de métier, donc c'était assez simple de prendre la marche, entre guillemets. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous avez mis en place des process de suivi spécifiques? Avec quelle régularité? Avec quels outils numériques? Nous, pour le coup, chez Wecom, là où on a beaucoup travaillé, c'était sur l'intégration, donc toute cette phase d'onboarding, où on a mis en place des vies ma vie avec des collaborateurs, futurs collègues. On a mis en place des immersions également à travers toujours cette visio, mais au sein d'autres équipes, puisque c'est intéressant aussi de comprendre l'organisation globale et avec qui on va interagir. On a mis en place tout un parcours d'intégration qui fait et des documents d'intégration pour les nouveaux, pour faire en sorte que cette problématique de la distance n'en soit pas forcément une, avec également d'autres moments informels, des cafés virtuels et puis des rendez-vous de suivi du manager ou des coordinateurs d'équipe quand les équipes sont un peu plus grosses. Et pour vous, oui, je ne vais pas insister dessus parce qu'en fait, on fait la même chose. Alors, avec une exception notable près, c'est les vies à vie ou vie ma vie, qui pour nous sont un petit peu plus compliquées parce que la structure est plus petite. Mais sinon, autrement, oui, c'est exactement ça. Les documents, évidemment, des meetings réguliers, visio, des visios programmés, café virtuel, etc. On a mis ça en place. Et par exemple, quel type d'outils numériques vous utilisez? Vous faites des visios, des appels, des mails, des chats? Est-ce que vous avez des recommandations? Et surtout sur la régularité de leur utilisation, comment est-ce que ça se passe? Alors moi, je recommanderais, et j'ai pas d'action dans la société, mais Slack, en tout cas, nous, on l'utilise, c'est de l'instantané, c'est un outil qui est hyper utilisé chez nous au quotidien. Et puis après, comme je vous le disais, nous, on a des solutions spécifiques de visio qu'on est amené à déployer chez nos clients. Donc, c'est des solutions qui s'appellent Livesize, Cisco Webex, donc qui sont très orientées avec les partenaires avec lesquels on travaille déjà.
Oui, de la même façon. Alors, on n'utilise pas Slack, enfin plus Slack, on l'a utilisé pendant un moment, puis on s'est mis sur Microsoft 365, donc on utilise Teams à la fois pour les échanges et pour tout ce que ça peut apporter, effectivement, une gestion de communication, de discussion entre nous. On fait nos visios également sur Teams. Ça revient un petit peu au même. Et par rapport à un sujet qu'avait abordé Maroussa tout à l'heure, en termes d'apprentissage par le mimétisme ou d'apprentissage informel, dont bénéficient notamment les apprentis quand ils sont sur place, est-ce que c'est peut-être aussi pour vous ce que vous avez ressenti comme élément le plus difficile à reproduire ou à compenser au sein de vos entreprises ? En ce qui me concerne, effectivement, c'est ce qui est peut-être un petit peu le plus compliqué, puisqu'il n'y a pas ce petit temps par exemple, quand on va à un rendez-vous avec un apprenti, il y a tout ce temps d'échange sur le transport, sur le temps de transport. Il n'y a pas évidemment le temps de débrief après le rendez-vous. Alors effectivement, ce serait possible, il faudrait l'organiser, enfin ça nécessiterait une autre organisation. Parce que c'est vrai que quand on a rendez-vous à 10h, on se pointe à 10h sur la visio et quand on doit terminer à 11h, ça se termine à 11h et puis chacun va à ses occupations, alors que quand on revient d'un rendez-vous, on peut en parler, on peut débriefer, etc. Ça peut s'arranger, hein, il y a des réunions régulières pour ça, pour le débrief. Mais Ouais, enfin, pour rebondir, moi je dirais que c'est effectivement la principale difficulté aujourd'hui. C'est d'habitude on a tous les collègues à côté, donc on peut regarder un peu ce qui se passe et là on peut moins. Nous par contre, ce qu'on a fait, c'est que il y a des personnes dans l'équipe qui sont référentes et sur lesquelles les personnes, enfin les apprentis peuvent se référer, peuvent poser des questions, effectivement. Après, nous, ils apprennent quand même beaucoup sur le tas. On est sur des métiers très techniques, donc chaque problème est un peu différent. Mais il y a ces channels aussi, Slack. Enfin voilà, le tout étant que l'équipe soit très dispo pour l'apprenti quand il en a besoin. Et ça, visiblement, ça a l'air de pas mal marcher, même si effectivement, enfin le présentiel manque. Vous parliez de trajet. Moi, je parlerais plutôt de café. La machine à café, c'est quand même l'endroit où on peut échanger de manière, tiens, j'ai eu tel problème et là, il y a moins d'échanges de ce type-là. C'est pour ça que, nous, on gardera le télétravail à la suite de la crise sanitaire, mais dans un modèle un peu hybride où il y a cette solution de mélanger à la fois le télétravail et retourner au bureau parce qu'il y a un manque vraiment et une frustration qui se crée de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Écoutez, comme il est 9h56, je vous propose de conclure par peut-être un dernier conseil, un dernier commentaire ou une dernière interrogation en tant qu'employeur qui avait des alternants en télétravail. Si vous souhaitiez conclure avec un dernier mot. Oui, alors en ce qui me concerne, moi j'aurais un conseil effectivement à donner, c'est en amont de l'embauche de l'alternant, c'est bien s'assurer que la personnalité va correspondre au travail en télétravail. C'est un petit peu ce que l'on fait, puisque nous on utilise beaucoup les tests au niveau du recrutement pour évaluer la personnalité, les talents des personnes. Et donc, on utilise beaucoup pour vérifier notamment le niveau d'autonomie, le sens de l'initiative, l'automotivation, qui sont très importantes évidemment en télétravail, surtout pour des gens assez jeunes. Et donc, on utilise beaucoup ce genre de choses. Non pas forcément pour filtrer, effectivement, ça peut filtrer, mais c'est aussi pour ajuster la mise en place de mesures donc, dans l'entreprise pour que ça se passe au mieux en fonction de la personnalité. Merci beaucoup. Et du coup, moi, un simple conseil, je pense que c'est les daily meetings. En tout cas, nous, les managers, l'ont vraiment tous adopté. Un daily meeting, Maroussa le disait, c'est 10-15 minutes tous les matins, le midi, le soir, enfin, peu importe, mais de conserver ce lien entre les équipes et d'avoir aussi, pendant ces temps, des échanges qui peuvent être très formels, très orientés pro, mais aussi un peu informel, comment ça va, il fait beau, on est content, enfin, des choses un peu plus orientées sur l'aspect personnel pour garder ce lien.
Super. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage. Merci à tous les intervenants. Donc j'espère que ces interventions, ces témoignages feront écho ou pourront inspirer ou interroger des participants à ce webinaire. Il est 9h58, c'est vrai qu'on a un petit peu entamé sur la partie questions-réponses chat, donc je vais regarder s'il y a des questions. Bien entendu, si on n'a pas le temps de tout aborder et que vous devez nous quitter dans 2 minutes, sachez que je resterai joignable à l'issue de ce webinaire. La présentation vous sera envoyée et le replay sera également accessible. Je regarde rapidement. Hop. Écoutez, on est parfaitement synchro. Un commentaire de Victor de Coster, très intéressant. On se rend compte que nous avons les mêmes problèmes en tant que salariés, tout à fait. Le télétravail enlève les temps de pause, les temps de transport. On a tendance à travailler plus et il est important de se déconnecter. Pour les jeunes en apprentissage, il faut veiller à plusieurs critères. Vous en avez parlé, le lieu de travail qui est très important. Et pour certains, il est impossible d'avoir un lieu de travail dans le logement, comme les familles nombreuses, la colocation. Oui, tout à fait. Et ensuite, beaucoup de... merci pour vos merci. Principalement, c'est pour les intervenants. Hop. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est parfaitement synchro en termes de timing, de contenu de ce webinaire. J'en suis ravie. Surtout, n'hésitez pas à nous communiquer des idées ou des suggestions pour les prochains webinaires. Donc, l'objectif à chaque fois, c'est un éclairage sur un point qui peut sembler un frein, mais qui n'en est pas forcément, et qu'il y a toujours des solutions, des acteurs extérieurs qui peuvent nous orienter et des témoignages d'entreprises pour lesquels ça a été possible. Apprenti, en tout cas, c'est presque toujours possible. Merci beaucoup à tous. C'est donc la fin de ce webinaire et nous allons raccrocher et vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Belle journée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup à tous et bonne journée.